Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Martin, comment vas-tu? Au bord de la mer toujours si j'ai bien suivi. Bonsoir. Oui, 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 toujours, avec un temps plutôt pour l'instant agréable, hein. La Normandie peut avoir ses charmes, donc on en profite. Ah, t'as bien de la chance. Moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis en train de mourir de chaud. C'est très 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 difficile. Mais bon, on va faire avec. Par chance, j'ai pas de cheveux, donc je peux déjà un peu m'aérer le crâne. Ça c'est déjà bien. Je sais pas si t'as vu, je rends hommage au secteur 2814. C'est beau. Dans quel sens? Ah bah j'ai le beau t-shirt Green Lantern. Ah, mais attends, mais parce que moi je te vois pas. J'ai l'écran qui est occupé par la diapo. Ah là 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 là. Bah j'ai mis le t-shirt Green Lantern. Voilà. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous montrer le plan? Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, comme on le fait une fois par mois en moyenne, on va faire un petit point sur nos dernières lectures. Il y aura du comics, mais également du manga et un livre un peu différent aussi. Ensuite, alors pour moi c'est un peu le gros sujet de la soirée. On va faire un petit peu un débrief sur cette deuxième saison de House of the Dragon, donc le spin-off de la série Game of Thrones. Donc est-ce que c'est une bonne de deuxième saison? Est-ce que c'est une bonne adaptation du livre Feu et Sang? Voilà, après les comics, c'est peut-être là où je suis le plus investi et là où je connais le plus de choses, donc je vais être bien chiant parce qu'en plus j'ai lu les bouquins et tout, donc ça va être génial. Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises adaptations. Non, mais j'ai Si, malheureusement. super hâte de connaître ton avis parce que bah du coup moi c'est tout l'inverse, hein. Moi je suis bon, j'ai tout vu, j'ai rien lu mais j'ai tout vu, mais je suis clairement plus dilettante que toi sur le sujet, hein. Voilà, moi je regarde pour le fun, j'apprécie beaucoup la série mais ça s'arrête là. Donc j'ai hâte de comparer mon avis avec le tien, je pense que ça va être super fun. Bonsoir Matt. Ensuite, bah, ça sera toujours à toi. Tu vas faire une petite étude du trailer de Kraven le chasseur, donc long métrage qui sera PG 16, je crois, si je ne me trompe pas. Il y a de nouveau beaucoup de choses à Oui. dire. Ça va être super intéressant aussi. Et pour clôturer, on reste dans l'univers du tisseur avec un petit débat autour de voilà de Spider-Man au cinéma. Quel est le meilleur? Voilà, au vu d'une certaine phrase qu'a prononcée Kevin Feige récemment. Voilà, on va un peu rebondir dessus et faire un peu une rétrospective. D'ailleurs, en plus, il me semble que, alors je sais plus si c'est terminé ou pas, mais pas mal de chaînes de cinéma repassaient tous les Spider-Man, bon, sauf Ah les oui, je films l'ai vu. animés, Oui, oui, en j'ai vu salle. l'annonce. Ouais, Donc ouais. voilà, on reste dans l'actualité de manière même involontaire. Donc on est J'ai pas fort vu comme ça. le pourquoi du comment, par contre. J'ai vu l'affiche comme quoi tu peux enchaîner tous les Spider-Man si tu voulais, à coup de un par semaine, quelque chose comme ça. J'ai pas compris la logique derrière, mais je trouvais ça plutôt cool. Bon, même si quand même un Spider-Man par semaine, même si j'aime le tisseur, je trouve qu'il faut le vouloir. Mais bon, Ouais, peut-être que c'est pour les 100 ans de la Columbia, enfin d'un studio, un truc comme ça, peut-être, mais peut-être. je suis pas À sûr. vérifier. Et nous allons donc tout de suite commencer avec nos dernières lectures. On va vous dire ce que nous avons lu de beau ce dernier mois. Bien sûr, il y aura du Tom King, comme d'habitude. Comme d'habitude. Oui, C'est devenu, comme on l'a dit, un running gag. C'est le fil rouge des lives maintenant. C'est Tom King. exactement. Alors, c'est moi qui vais commencer avec un titre de la collection Urban Blast, dont on a déjà parlé donc, il y a quelques semaines. Urban Blast, donc, qui est une collection mise en place par Urban Comics et dont le public cible est plutôt l'adolescent. Du coup, par rapport à ça, on a une collection quand même assez moderne, tant au niveau du contenu que du contenant, enfin du contenu que de la forme. Au niveau de l'idée, c'est quand même très bien. Au niveau de la réalisation, c'est très bien aussi. Mais cet opus-là m'a un peu plus mitigé, je dois bien avouer. Alors tout d'abord, le côté positif, c'est que il s'agit, comme c'est noté sur la couverture, de l'intégrale de Raven et Beast Boy. C'est-à-dire que vous avez le titre Raven, vous avez le titre Beast Boy, et vous avez le titre Raven plus Beast Boy. Donc par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a un côté véritablement intégral. Par contre, au niveau contenu, je suis un peu plus mitigé. On retrouve le côté teenage et moderne, comme dans tous les autres titres pardon, de la collection Urban Blast. Euh, donc là-dessus, pas de souci. Par contre, c'est vrai que j'ai trouvé que le message était un peu plus forcé. En tout du moins une fois sur deux. C'est pour ça que j'ai mis 10 sur 20 en sincérité. Parce que pour un des numéros,
j'ai trouvé que on était sincère, effectivement. Euh, tu sentais qu'il y avait une histoire et que l'adolescent pouvait se rattacher, pouvait s'identifier à cette histoire. L'autre histoire, et j'ai trouvé que c'était un peu plus forcé, un peu moins sincère du coup, où il y avait un peu plus de t'as vu l'adolescent, on est comme toi. C'était plus forcé, moins discret, voilà. Euh, je vais pas dire quel titre m'a fait penser ça et quel titre, à l'inverse, ne m'a pas du tout fait penser ça. Comme ça, peut-être si vous lisez, vous pourrez essayer de deviner ou faire votre propre avis, savoir si vous êtes d'accord avec moi, si je suis à la masse. En tout cas, voilà, c'est ce que moi j'ai ressenti concernant cette lecture. Donc attention, bonne lecture, mais un peu plus mitigée que les autres quand même. Mais bon, je reste satisfait sans trop de problème quand même, hein. Et partie graphique honnête. Ça reste bon. Alors, je vais mettre ma caméra parce qu'il va y avoir de la pertinence Oh dans là mes là, attends, interventions j'enlève la mienne là-dessus. là. Si je retrouve comment on fait. Alors, parfait. J'ai trouvé. Hop, 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 hop. Alors, j'ai décidé de faire très original cette semaine avec Watchmen, mais j'ai une très bonne raison. C'était mon anniversaire le 21. Donc voilà, j'ai vu un peu de ma famille et un des cadeaux que j'ai eu, c'était le gros bouquin Watchmen qui est, hop, que j'ai décidé de faire 800 km avec. Voilà, j'ai déjà déménagé récemment, donc je l'ai pris quand même. Euh, donc Watchmen, on ne le présente plus, mais je vais quand même le présenter parce que tous les comics sont potentiellement le premier comics de quelqu'un. Il me semble que c'est Stanley qui disait que ça, si je ne m'abuse. Donc il parle un peu d'une chronologie alternative dans les années 80 où les États-Unis et la Russie sont dans une guerre froide mais qui est pas très très froide, hein, elle est sur le point de devenir très très chaude. Et on a un groupe de super-héros voilà, qui découvrent que l'un d'entre eux vient d'être assassiné. Et voilà, et ça suit un peu toute cette enquête autour de ce meurtre-là et une découverte d'un complot massif, etc. Et on a bien sûr évidemment une critique du super-héros, de la guerre froide, de la politique, enfin voilà, c'est le magnum opus d'Alan Moore qui est peut-être l'un des meilleurs artistes, meilleurs scénaristes de comics en vie. Donc l'histoire est dingue, les dessins, bon ça peut faire un peu bizarre parce que ça date quand même, hein. Watchmen c'est Ouais, c'est un peu plus vieillot au niveau dessin quand même. 86, mais bon ça reste quand même de la très très bien et en plus le style de Dave Gibbons. Alors pour ceux qui ont lu Kingsman, c'est aussi Dave Gibbons qui est dessus, mais là pour le coup son style, on va dire quand il dessine pas des personnages très colorés, très distincts les uns des autres, Dave Gibbons, on a un peu l'impression que ces personnages se ressemblent tous, mais là un peu l'univers très super héroïque, voilà, avec il y a des gars bleus avec des ronds sur la tête, donc on n'a pas ce problème-là, et puis bon tout le reste est très très bien et surtout pour l'époque, donc voilà un monument du genre. Et puis c'est aussi la première fois que j'ai je l'avais pas avant le bouquin physique. Et je l'ai lu pour la toute première fois euh, au CDI de mon lycée il y a... non, il y a plus de 5 ans maintenant. Enfin, il y a 7 ans, quelque chose comme ça. Et je l'ai lu en VO parce que c'était une édition en VO qu'il y avait là-bas en anglais. Donc je crois que je l'ai jamais lu en français parce que je l'ai lu en digital par la suite, mais je l'ai pas acheté quoi. Euh, Donc c'est la première fois que j'ai le bouquin physique en main, de le lire sur papier en français et si on me l'a prêté, donc je l'ai déjà vu en français. Mais voilà, pour la première fois c'est mon bouquin, c'est à moi et puis bon ça fait quoi? Ça fait 11-12 ans que j'ai des comics et pour quelqu'un qui lit des comics depuis aussi longtemps, ne pas avoir Watchmen dans sa bibliothèque, ça peut paraître un peu étrange. Donc voilà, si ça fait partie, je crois que c'est encore sur la liste des 100 plus grands romans de tous les temps. Romans au sens large, hein, livres comme. Et il y a très peu de comics dessus, et ça c'est l'un d'entre eux. Donc c'est. Enfin, il a pas usurpé sa place dans ce top 100. Donc voilà, c'est génial quoi. Voilà. Mais je le conseille pas pour les débutants. Voilà, il faut avoir un peu compris les codes des super-héros avant de comprendre pourquoi et comment on les déconstruit. Donc voilà, c'est mon seul mise en garde.
Regarde, ça fait un peu hardcore, mais voilà. Ouais, alors personnellement, alors concernant le scénario, je rejoins totalement mon camarade. J'émettrais un peu plus de réserve concernant la partie graphique qui ne passe, selon moi, ne passe plus aussi bien que ce que pense Martin, selon moi, hein. Pour moi, on ressent quand même effectivement pas mal le côté vieillot. Donc ça sous-entend quand même un petit effort des lecteurs, notamment jeunes, s'ils ont plus l'habitude des dessins modernes, ils auront peut-être un peu plus de mal sur celui-là, mais voilà. Encore une fois, c'est que mon avis. À l'inverse, peut-être vous serez peut-être plus du point de vue de Martin et vous n'aurez absolument aucun problème avec la partie graphique. Après, même je comprends le point de vue. Après, je trouve que quand même pour, du milieu des années 80, pour avoir lu d'autres comics de l'époque, c'est vraiment pas le pire. Enfin, ça reste quand même, je pense, dans une tranche la plus, heu, on va dire Abordable. facile à abordable, ouais, voilà, dans cette, partie de enfin, voilà, dans ce temps-là Alors, des comics. Mais c'est c- vrai c- que oui, je peux comprendre que ça par contre, je ouais, suis ouais, d'accord, tout hein. à fait. Effectivement, à cette époque, il y a bien moins accessible en termes de dessin. Absolument. Et ça reste toujours plus joli que les années 90, voilà. Tout à fait. Hop, la petite attaque gratos. Ah oui, bah, en même temps, ils l'ont bien mérité, hein. C'est vrai. C'est vrai. Hop, je te relaisse la main. Il faut que tu Ah passes merde, encore une fois l'image. c'était Bah, comme ça, on peut voir la partie j'avais mis des images, quel dommage. vieille ou pas vieille, Exactement. à vous de choisir. Alors, on passe à Tom King, comme on l'avait annoncé. On passe à Ah Tom oui? King avec Le Pingouin, tome 1, Bec et Ongle. Euh, Satisfait, mais pas autant que les autres œuvres que j'ai pu lire de la part de ce scénariste. Euh, c'est vrai qu'il y a quand même un peu plus de questions qui sont soulevées, un peu plus de débats sur ce titre. Alors, au niveau du dessin, c'est une claque visuelle, comme je l'ai noté, vraiment. C'est un très 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 bon taf qui a été réalisé. Rien que par rapport à ça, vraiment zéro problème. Tout à l'heure, on a dit que pour Watchmen, il pouvait y avoir peut-être un débat au niveau de la partie graphique, accessible ou non. Là, pour le pingouin, je pense qu'il faut y aller pour ne pas la trouver accessible. Non seulement elle est accessible, mais en plus elle est vraiment très bonne, que ce soit en termes de dessin, de mise en scène, de découpage ou de colorisation. C'est quand même déjà pas mal. Au niveau du scénario en lui-même, on retrouve la patte de Tom King sans surprise. Donc c'est vrai que c'est un récit volontairement assez décousu, on va dire, où on a un peu l'impression de partir dans tous les sens, mais l'auteur retombe quand même très très vite sur ses pieds. Euh, donc très... je suis en train de regarder les dessins de nouveau, je les trouve vraiment magnifiques. Je sais pas ce que tu en penses, je sais pas si tu les vois. Le pingouin en bas à Ouais. gauche, on est d'accord, ça envoie du lourd, quoi. Ouais, ouais. Mais j'ai lu le premier numéro, quand je pouvais encore accéder au floppy VO, j'ai lu le premier numéro et ouais, alors j'attends d'avoir l'intégrale, enfin, d'avoir d'avoir, ouais, toute la série en entier Ouais, avant ouais, de ouais. lire parce que Tom King, je trouve que ça se lit mieux comme ça. Mais ouais, rien que le premier numéro, ouais, Raphaël de la Torre, ouais, ouais. Donc, ouais, partie graphique très satisfait. Au niveau scénario, les numéros sont un peu déséquilibrés, je trouve. Il y en a certains qui sont vraiment très bons, et à l'inverse d'autres où tu as l'impression d'avoir de sacrées lenteurs. Je pense notamment, je crois que c'est le numéro 3 où tu as tout un numéro, peut-être même un peu plus, dans lequel tu vois le pingouin qui monte sa nouvelle équipe, en fait, ses nouveaux associés, ses nouveaux hommes de main. Et quand on voit la finalité, on se dit qu'on a quand même utilisé beaucoup de pages pour pas grand-chose. Bon, après, peut-être que ça sera encore plus développé dans les autres tomes, ça je ne sais pas, mais en tout cas, si on se contente vraiment de ce tome-là, j'ai trouvé qu'il y a des choses qui n'étaient pas forcément indispensables, qu'il y avait encore une fois beaucoup d'espace qui était utilisé pour pas grand-chose. Donc ça, c'est le premier défaut que je noterai.
Le deuxième défaut concerne un peu plus le synopsis. C'est vrai qu'on met quand même assez facilement en avant, j'ai l'impression, dans le synopsis, l'idée selon laquelle il n'y a plus de pingouins et du coup on se concentre sur ses enfants, qui va, entre guillemets, hériter de l'Empire pingouin. Et ça reste quand même très flou, très beau. Les enfants, on ne les voit pas tant que ça au final. Je dirais même qu'il n'y en a pas tant que ça qui sont développés non plus. Donc assez mitigé par rapport à ça, parce que ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Alors tu vas me dire, le livre s'appelle Pingouin. Évidemment qu'on voit le pingouin. Ouais, d'accord. Mais quand on lit le synopsis, c'est pas si clair que ça quand même. De ce que moi j'avais compris, on allait vraiment se focaliser sur les enfants. Et là-dessus, je m'y suis pas retrouvé. Encore une fois, c'est que le premier tome. Peut-être qu'avec les autres, ça sera différent. Euh, J'ai écouté une interview de Tom King sur une chaîne d'un YouTuber qui parle de comics qui s'appelle Back Issues, non Comic Pop, que je recommande si vous parlez anglais. Et du coup, il parlait justement de Pingouin et de ce que j'ai. Alors, elle date de 2 mois, mais je pense qu'avec l'avance des US, je pense qu'ils étaient un peu en avance et je pense qu'il y a un certain changement de pas mal de choses. Donc, je pense peut-être après le premier tome pour nous en France. Ah, Et ouais, apparemment, il va y avoir des trucs assez. Alors, je sais pas. Il parlait notamment que bah, le pingouin dans cette série-là était, mais il faisait des choses mais affreuses. Je sais pas si c'est encore arrivé ou pas, mais bon, je pense qu'il y aura peut-être un shift alors peut-être d'arc scénaristique. Donc, enfin, c'est ce que j'ai pu comprendre. Peut-être que ça va changer au second tome. Je ne sais pas. ok. Bon, on va surveiller tout ça en tout cas. Mais attention, ce premier tome reste plutôt bon. Hein. C'est juste que effectivement, je m'attendais à mieux de la part de Tom King. C'est un scénariste que moi j'aime, donc forcément. On va passer à totalement autre chose. On va passer à Buffy Baroque Épopée, écrit par Fabien Clavel. Alors, c'est un livre qu'on m'a offert. Donc, bah, comme toi, hein, des cadeaux. Les cadeaux faciles, des livres. On est heureux comme des papes avec ça. On n'en demande pas plus. Euh, et alors, satisfait et en même temps assez mitigé de par le format. J'ai beau avoir eu un bac littéraire, ça fait des années que je n'ai plus lu d'essai, je ne me souvenais même plus des codes de l'essai. Et c'est vrai que du coup, ça m'a perturbé. De, D'un côté, de mettre énormément de véritables éléments, donc des choses qui sont actées, mêlées à ce que lui pense, donc ce mélange de objectivité, véritable fait et subjectivité, c'est vrai bah, qui est un peu le propre de l'essai, hein, puisqu'on part plutôt d'une réflexion. C'est vrai que j'y étais plus habitué. C'est aussi simple que ça. Donc c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à me remettre dedans. Bon, par contre, une fois que j'avais bien de nouveau compris le principe, plus vraiment de problème. Mais c'est vrai que par contre, si vous avez en tête d'acheter ce livre pour en apprendre sur Buffy, apprendre des tonnes d'anecdotes, dans ces cas-là, non, ce n'est pas forcément le. Vous allez peut-être apprendre des choses, hein, mais ce n'est pas forcément le titre qu'il vous faut. Quitte à apprendre des choses sur Buffy, il y a beaucoup d'autres titres plus pertinents, plus référencés qui pourront, je pense, satisfaire votre curiosité. Là, on part vraiment plus sur une réflexion pure et dure, notamment sur est-ce que Buffy est une œuvre baroque ou non, qui est un peu le centre de la réflexion, même si bien évidemment on parle d'autre chose. Et, euh, et je suis un vieux con, hein. J'ai déjà l'âge vénérable de 35 ans, donc c'est vrai que l'écriture inclusive, 3 fois par paragraphe, j'ai eu, euh, j'ai eu du mal. C'est vrai que ça, là-dessus, ça m'a un peu perturbé. Et puis, c'était pas forcément l'écriture inclusive la plus accessible en plus. C'était des mots qui en devenaient dégueulasses, quoi. Enfin, c'était une mutation d'un mot. Enfin, voilà, on va encore dire que c'est le discours d'un vieux con et je l'accepte totalement. Je suis en train de regarder, voir si je trouve l'ouvrage, mais je crois que je l'ai déjà rangé. Donc, je ne vais pas pouvoir vous en lire un passage. Mais bien évidemment, si vous n'avez aucun mal avec l'écriture inclusive, ça sera les doigts dans le nez. Bon, moi, du coup, c'est ma première lecture en écriture inclusive, voilà. Donc ça m'a fait bizarre.
Mais au-delà de ça, bonne lecture. Alors hop, du coup, on va remettre la caméra parce que là aussi, il y a des choses à montrer. Et pas juste ma tête. Alors. Là aussi pour faire original, du Tom King, parce que sinon on meurt tout simplement si on ne parle pas de Tom King dans ce live. Tout à fait. Donc Love Everlasting qui, alors je crois qu'aux US c'est sous Image, mais ça a été récupéré chez Urban chez nous. Euh, alors avant d'entrer dans l'histoire, un peu expliquer de quoi ça parle. Euh, alors hop, voilà le bouquin, je pense. Voilà. D'ailleurs, il y a encore le sticker 10 € prix de lancement, hein, voilà, pour dire que je l'ai pris au moment où ça sortait. Et alors, si je l'ai eu à son lancement, c'est parce que, alors quand j'habitais encore à Bordeaux, euh, le magasin de comics où j'achetais tout ce que j'achetais là-bas avait une série de dédicaces avec Elsa Chartier, voilà, qui est une dessinatrice française. Cocorico. Donc je me suis dit, paf, on va y aller parce que c'est assez rare que des artistes, alors déjà viennent en France, mais en général quand ils viennent en France, ils vont qu'à Paris ou à Lyon. D'ailleurs, il y a une news MDCU qui parle de certains artistes qui viennent à Paris et à Lyon. Euh, donc là, pour une fois qu'une dessinatrice vient à Bordeaux, je me suis dit c'est l'occasion et la rencontrer et en même temps d'une pierre deux coups pour MDCU faire une petite interview. Donc voilà, je vous invite aussi aller voir l'interview de Elsa Chartier qui parle de ce bouquin-là, qui est disponible sur MDCU. Et je fais aussi un petit coucou à Pulps Comics de chez Bordeaux qui organise un peu tout ça. Il y avait même une jolie lithographie, un marque-page, bref. Mais surtout, pour me la péter un peu, voilà, petite dédicace de la Oh, dessinatrice en personne, je crois que je sais pas si on voit. Voilà, donc avec c'est un de petit toute dessin beauté. de Joan. Exactement. Donc voilà, j'en suis pas peu fier. Donc, voilà, après avoir un peu se vanté de cette chance-là, Love Everlasting, de quoi ça parle? Alors je vais pas trop en dire parce qu'il y a quand même un, un petit twist, enfin je vais dire un petit twist, non, un sacré twist. Donc ça suit un peu les aventures romantiques et émotionnelles de Joan, euh, qui vit tout un tas d'aventures. Alors là, j'ai mis des images assez différentes. Donc de premier abord, on la voit dans une espèce de triangle amoureux dans un bureau dans les années 50. Et ça se veut un peu comme un hommage aux comics de romance qui était mais vraiment énorme. Alors plus aujourd'hui, mais à l'époque c'était quelque chose, hein, ben ouais, les années 50-60. Stanley notamment je crois ne pas dire des bêtises, a écrit plus de comics ouais, de romances romantiques que de comics de super-héros. Donc voilà, pour dire à quel point à l'époque c'était beaucoup plus important que ça ne l'est aujourd'hui. Et donc tout ce bouquin se veut un peu comme un hommage, mais aussi à la fois une déconstruction, une réflexion, et un peu aller plus loin que juste, ben voilà, c'est une dame un peu naïve et gentille, qui a des peines de cœur, etc. Alors ça fait tout pour épouser les mêmes codes, hein, graphiquement, voilà, Chartier va à fond dans le. Il y a un peu un côté Archie, un peu plus développé, mais voilà, il y a un côté très rétro qui est assumé à fond, hein, et bah, évidemment ça marche de ouf, hein, pour ce genre d'histoire qui se veut un peu ben, voilà, un retour en arrière. Oh, j'ai aussi mis en haut à gauche, il y a aussi une cover de Clayman, qui est un artiste que j'aime beaucoup. Voilà, je l'ai mis parce qu'il y a un petit côté Lucky Luke slash comics un peu de encore plus vieux où c'était surtout des cowboys avant, etc. Donc voilà. Euh, mais on a aussi certaines parties de l'histoire qui se passent un peu plus en arrière, à la fin du 19e siècle, au Far West. Voilà, on le voit dans les images avec un gars avec un chapeau et un foulard autour du feu. Pourquoi on en arrive à des situations comme ça, je ne vais rien dire parce que là aussi ça fait partie un peu du pitch, du mystère du truc. Comme à chaque fois, Tom King fait du Tom King, que voilà, c'est un peu éparpillé partout et de lire ça mois par mois comme je le faisais au début, c'est assez frustrant parce qu'on est un peu en mode qu'est-ce qui se passe que je comprends pas trop.
Mais comme la plupart de ce que fait Tom King, une fois que tu as l'intégrale et que tu manges tout d'un coup, et que tu as le et que tu en fait, quand tu lis à ton rythme, tu peux un peu, si tu comprends pas trop quelque chose, tu lis le numéro d'après et tu commences un peu à relier certains points, que ça fonctionne toujours mieux. C'est du Tom King, on le dit à chaque fois, il a ses défauts, il a ses qualités, il a ses pop oui, c'est, comme la plupart de ses, œuvres, hein, finalement. Donc si vous n'aimez pas, n'y allez pas. Si vous aimez Tom King, beh, allez-y. Mais je dirais que rien que la partie graphique, si vous aimez un peu ce côté, oui, un peu, je dirais pas pulp parce que c'est pas le bon mot, mais ouais, ça fait très comics de l'âge d'argent, euh, mais avec mais avec les techniques et les technologies d'aujourd'hui, donc du meilleur papier, de meilleures couleurs, etc. Donc c'est très sympa. Si vous cherchez un peu à enfin dévier, à aller voir ailleurs que du super-héros. Une lecture différente. Euh, ouais, voilà, une lecture différente, voilà un peu de pour changer. Et il faut pas s'arrêter au fait que ça parle d'amour et de relations, etc. Parce que c'est pas gnangnan. Voilà, que c'est sympa. Et il y a un mystère qui est plutôt sympa, qui est plutôt bien maintenu et développé. Donc voilà, c'est sympathique. Mais c'est vrai que les images que Ouais. Bon tu as après, choisies, bon, hormis celle à gauche, hein, bien sûr, font, comme tu l'as dit, bah, très archi, hein, en fait. Hein. C'est vrai hmm. qu'on retrouve quand même une patte graphique, mais même certains codes d'Archie Comics, absolument. D'ailleurs, Archie Comics, dont Tom King a fait un one shot récemment, donc voilà, Tom King partout. Du Donc Tom voilà, vous King pourrez partout, absolument. D'ailleurs, j'ai vu que exactement. Panini, voilà, tant qu'à faire, on parle comics, Panini réédite le mois prochain Vision, qui était également écrit par Tom King. À la base, c'était sorti en 2015, je crois, qui est tout ce qui a été fait sur Vision ces dernières années, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, c'était une très très bonne lecture. C'est réédité le mois prochain. N'hésitez pas, si vous aimez Tom King ou si vous aimez Vision, c'est une très bonne lecture. Oui, Matt, si même en intégrale Tom King t'es pas fan, c'est pas ce bouquin qui va te faire changer d'avis, malheureusement. Ah, il y a un truc qui va pas. T'es encore là? Ah, je sais pas, mon Discord a fait n'importe quoi. Vas-y, je te laisse rafficher. Ouais, hop, je repartage ça, clac, clac, clac. Alors, est-ce que j'ai ma caméra d'allumée? Non, hop, c'est bon, tu peux y aller du coup. Hop. Ouais, mais je vois toujours pas le. Ah, si, attends, peut-être ici. Je pense que c'est bientôt bon. C'est parti. Alors, je vais vous parler moi maintenant de Justice League contre Godzilla contre Kong. Euh, bah, encore une fois, comme quoi, c'est vrai que j'ai eu un, comment dire, une bonne brochette de comics ces derniers temps, en tout cas en termes de partie graphique, au moins, parce que c'est encore le cas ici. Les dessins étaient vraiment superbes à couper le souffle, et tant au niveau des créatures, que ce soit les créatures que nous connaissons, donc Godzilla Kong, ou des créatures inventées plus secondaires, ou les personnages de DC Comics. Euh, Au niveau de la partie graphique, vraiment irréprochable. Vous allez le constater tout à l'heure, j'ai mis quelques images. Euh, mais en termes de scénario, c'est aussi pas mal du tout. Alors, il faut savoir que souvent les crossovers sont quand même assez maudits. Euh, c'est vrai qu'il est difficile de de mêler deux univers ensemble et d'en tirer quelque chose de bon, tout en respectant véritablement les deux univers. C'est un exercice difficile, surtout que en général, on essaie, tant qu'à faire, de prendre deux univers qui marchent, hein, c'est évident. Euh, et là, franchement, ça fonctionne. Alors attention, sans surprise, c'est surtout les personnages de DC Comics qui sont mis en avant, c'est surtout l'univers de DC Comics qui est mis en avant, mais on rend quand même justice à Godzilla et Kong. Ils ne sont pas juste présentés comme étant des monstres à abattre, on met véritablement les deux monstres comme au-dessus, comme étant presque les rois des monstres, à peu de choses près. Il y a véritablement une aura qui est mise en place autour de ces deux monstres du cinéma. C'est quelque chose que je voulais voir.
Alors moi j'adore King Kong de 33. Godzilla c'est un peu moins ma came, mais je sais que voilà, qu'il a également une réputation énormissime et que tu peux pas te permettre comme ça de mettre en place une histoire DC Comics juste pour montrer des personnages que nous connaissons, que nous apprécions, des super-héros, tabasser des monstres. C'est pas aussi simple que ça. Et ils ne sont pas tombés dans le piège. Franchement, c'était des combats équilibrés, avec quand même des, euh, un petit travail qui a été effectué également sur, entre guillemets, hein, la personnalité des monstres, un petit peu. Enfin voilà, franchement, on a pris son temps, on a mis en place des choses très intéressantes, beaucoup de très bonnes idées. Et ce que j'ai également apprécié, c'est qu'il y avait pas mal de personnages qui étaient mis en avant, euh, et on n'en a pris que quelques-uns que l'on a bien développés. Je pense que c'était le bon plan, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnages qui apparaissent. Tu peux pas t'amuser à tous les développer, c'est pas possible. Et à l'inverse, tu peux pas juste t'amuser à accumuler les personnages et de mettre en place un grand combat. Là, j'ai trouvé que ce principe de sélectionner que quelques personnages et de les développer, et puis des personnages auxquels on ne s'attend pas forcément, genre le Toyman, que moi j'adore, mais qu'en général personne n'adore. Donc c'est voilà, c'est vraiment cool. Lex Luthor, il est fidèle à lui-même, il est très bien écrit dans ce titre. Très 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 satisfait, je vous conseille. J'ai aussi aimé, une fois n'est pas coutume, j'ai aimé les gros robots aussi. Alors j'ai beau être né en 88 et avoir baigné dans du coup les Power Rangers et tout ça, ce n'est pas du tout ma cam. Les gros monstres et les gros robots à la base, c'est pas du tout mon domaine, à part Goldorak que j'aime beaucoup et King Kong et voilà et quelques rares exceptions. Mais là, les robots en question, bah pareil, ils avaient un sacré design, ils avaient une petite histoire. Le robot Green Lantern était énorme, le robot Batman, bon, c'est peut-être un peu plus convenu ça, mais ou le robot Lex Luthor. Et encore, le robot Batman, il était bien utilisé, avec quand même plusieurs membres de la Justice League à l'intérieur. C'était chouette. Franchement, c'était chouette. Euh, Vraiment, vraiment, vraiment satisfait de ce titre. Je ne peux que vous le conseiller. Après, attention, ça reste des personnages de DC Comics pardon, et des gros monstres. Je suis pas en train de vous dire que si vous aimez les gros monstres, si vous n'aimez pas les gros monstres, il faut acheter le titre. C'est plutôt évident. Par contre, si vous hésitiez, n'hésitez plus. Il est vraiment vraiment bon. Ouais, Matt, par exemple, Transformers, non, c'est pas du tout mon truc. Sniff, on peut pas tout aimer. Et d'ailleurs, en parlant de crossover, je crois que là, ces derniers jours, il y a Alien versus Avengers qui est sorti par Jonathan Hickman et alors Esad Ribic, J'ai je vu crois que passer ça se prononce l'annonce. comme ça. Donc l'équipe créative notamment du Secret Wars, là le plus récent, donc des gros noms de chez Marvel, donc peut-être que la malédiction va aussi être brisée du côté de chez Marvel, on Ouais, espère. puis c'est vrai que c'était attendu. Hein, c'est vrai que moi-même, j'ai hâte quand même d'y jeter un œil. Ça, ça peut être intéressant. Un petit mot très rapide sur Baki, parce que j'en ai déjà parlé la dernière fois. Donc voilà, ça y est, j'ai fini la saga. Donc avec ce 24e tome qui est le dernier. L'édition est toujours aussi sympa. Franchement, vu le nombre de pages, 12,95 € je crois, c'est donné. Et puis bah, niveau contenu, bah, comme je vous l'ai dit, de la baston en voiture, en voilà, avec des techniques plus extraordinaires les unes que les autres. Moi, c'est un bouquin que j'adore, donc j'en profite pour en reparler un petit coup et vous le conseiller. Petite déception quand même sur cette fin, disons. C'est vrai qu'on est sur un tournoi et le combat final met en scène, sans surprise, Baki. Et son adversaire, il y a un petit twist concernant son identité qui n'était pas forcément nécessaire, qui était peut-être un peu même malvenu, pour être honnête. J'ai pas forcément été fan de ce petit retournement de situation. Mais bon, au-delà de ça, ça reste, ça reste une très bonne lecture. C'est un détail par rapport à l'ensemble de l'œuvre. Alors, comme tout à l'heure, je vous dis, il faut le prendre. Si vous n'aimez pas les monstres, vous ne le prenez pas. Là, c'est pareil. Si vous n'aimez pas la baston, ça sert à rien de le prendre. Par contre, si vous aimez, c'est quand même une très bonne lecture. Je vous la conseille une fois encore.
et sachant que l'éditeur est déjà en train d'éditer donc la deuxième série, qui est très cool aussi, j'ai hâte de me la prendre, donc je vous en parlerai. Alors, hop, je vais prendre la caméra parce que je pense que ça va être marrant de me voir gesticuler pendant cette partie. Alors, gros morceau en tout cas pour moi. On va donc parler de House of the Dragon. La saison 2 s'est terminée il y a un petit mois, je dirais maintenant. Euh, enfin, moi j'étais parti du principe qu'on allait partir sur des spoilers. Je sais pas ce que tu en penses. Si tu Un m'en. peu de spoiler, beaucoup de spoilers. Moi j'irai à fond. La série est terminée depuis à peu près un mois. Allez, Moi je dirais si les allez, gens avaient voulu au regarder, moins allez. comment dire, on prévient direct. Donc, ok, va pour les spoilers. Donne-moi un instant, j'arrête l'enregistrement et je le relance.